défenseurs de l'esclavage. Oui, alors sur ce point, d'abord, je voudrais dire que le débat moral sur l'esclavage est beaucoup plus ancien. Chez Aristote, livre 1 de la politique, il pose clairement le problème. Non, mais Aristote se pose la question, mais il répond oui. Est-il par nature ou est-il une convention fondée sur la force? Oui, mais on voit que ça n'a pas empêché justement le développement partout. Le problème était déjà parfaitement posé. Oui, mais vous pourriez citer John Locke aussi. Non, mais ça, sans faire trop d'histoire, le temps passe. Montesquieu, qu'est-ce que vous en pensez, Montesquieu, dans ce que dit Jean Hérard? Je partage totalement ce qui a été dit par Jean Hérard. D'ailleurs, je ne résiste pas devant la tentation de citer cette phrase si fameuse. Évidemment, livre 15, chapitre 5, quand Montesquieu dit « Mais il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes. Parce que si nous les supposions des hommes, alors on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes des chrétiens. » Voici, ça c'est la meilleure réfutation qui soit. Mais cela dit, Montesquieu, dans les deux chapitres suivants, chapitre 7, fournit une explication sociologique du fait que, sous certains climats, comme il dit, on ait pu recourir à l'esclavage parce que, dit-il, il y a des pays où la chaleur énerve le corps et affaiblit si fort le courage que les hommes ne sont portés à un devoir pénible que par la crainte du châtiment. Alors un peu plus tard. Lisons-le jusqu'au bout. Oui. Il est revenu sur cette... Bon, alors, il faut recommencer à lire ou commencer à lire Montesquieu, qui va être peut-être un des inspirateurs, je ne sais pas, des abolitionnistes. Il y avait une phrase aussi de Diderot que vous citez dans votre conférence qui est de 1772, je vais la citer, mais une phrase, un cri du chevalier de Jaucourt qui a été un des encyclopédistes, que les colonies européennes soient donc plutôt détruites que de faire tant de malheureux. Oui, Jaucourt est un disciple inconditionnel de Montesquieu. Oui, et puis on verra après Condorcet, etc. Et alors l'abolitionnisme, ça a été un grand mouvement. Dans l'encyclopédie. Monique, l'abolitionnisme. Oui, ça a été un des grands mouvements dont on peut retracer l'histoire. Mais aussi, il y a cet argument qui apparaît, je ne parle même pas des arguments philosophiques, mais le constat, et qui intéressera l'économie, c'est qu'on se demande, après tout, est-ce que c'est un système si rentable, le système de l'esclavage. Je me rappelle ce passage de Tocqueville, assez extraordinaire dans La démocratie en Amérique, donc début 19e, où Tocqueville compare le travail au Kentucky et le travail en Ohio, et se dit, mais on travaille tellement mieux en Ohio, là où il n'y a pas d'esclaves, l'économie est beaucoup plus prospère qu'en Kentucky où il y en a et où tout le monde est enclin à la paresse. À la prospérité puisque ça a été fait pendant des années. Mais qu'est-ce qui a inspiré la décision des Anglais, puis première puissance maritime, à se livrer parce qu'à une chasse aux négriers, aux trafiquants, parce qu'ils ont lancé des croisades. La première, comme vous dites, intervention humanitaire. 1807, à partir de 1807. Alors pourquoi? Oui, donc il faut rappeler que l'Angleterre abolit la traite à ses ressortissants en 1807 et surtout que l'Angleterre se met à la tête d'une croisade internationale pour faire abolir la traite à toutes les autres puissances occidentales. Alors les raisons de cette attitude, elles sont nombreuses. Certains ont dit que l'Angleterre n'avait plus intérêt à l'économie de plantation, ce qui est faux, parce qu'on sait maintenant que cette économie était rentable. On a mis en avant des facteurs religieux. Il est vrai que les sectes nouvelles, le méthodisme, etc., que beaucoup d'Anglais ont signé des pétitions pour pousser le gouvernement à abolir la traite, simplement parce qu'ils étaient motivés par des raisons religieuses. Et puis il y a une cause que les historiens anglo-saxons n'ont pas mise en avant suffisamment, il me semble, c'est le nationalisme. Les Anglais avaient conscience d'appartenir à une nation, une grande nation, et donc ils n'appréciaient pas, ils considéraient qu'en tant que grande nation, ils avaient également une mission à accomplir. Et ils vont lutter pendant des années sur terre et sur mer. Tout à fait. Et ils vont prendre des sanctions. Vous racontez même ce qui va se passer aux États-Unis aussi. Quelqu'un qui a une sorte de négrier et qui était arrogant dans son comportement, c'est en 1831, et qui va finir pendu. Oui, il y a des mesures dans votre livre. Des mesures. Non savoir et récit. Parce que finalement, il y a deux choses. La première chose, c'est convaincre les gouvernements pour que soient établis des textes qui abolissent la traite. Et puis ensuite, il faut faire accepter ces textes. Et là, la répression est essentielle. Sans répression, il n'y a pas d'abolition. C'est vraiment quelque chose de remarquable. Quand on regarde tous les pays d'Europe qui participent à la traite et à l'esclavage, c'est la Grande-Bretagne qui en profite le plus. Et qui transporte la moitié vers la fin du XVIIIe siècle des esclaves, qui après la chute de Saint-Domingue,
produisent de sucre en quantité incroyable. Et c'est exactement la Grande-Bretagne qui commence à abolir la traite. Et c'est vraiment difficile. Abolir, je le demande à vous tous, abolir, est-ce que c'est venu de l'Occident ou aussi de l'Afrique et aussi de l'islam? Non, c'est pas venu de l'islam. De l'Afrique, de l'islam, non, puisque pas du tout. À l'inverse de la... J'insiste sur le fait maintenant, on la présente comme d'une certaine manière la première guerre humanitaire, enfin, quasi-guerre humanitaire qui ait jamais été menée. Parce que l'idée que les Anglais allaient ainsi ruiner l'économie de leurs concurrents a été invalidée par le travail des historiens. Et en effet, c'est pour des raisons de nationalisme, raisons culturelles, mais morales et religieuses surtout, que ce combat a été mené. En 2001, il faut aller vite parce que ça va être la conclusion. La traite, ça ne veut pas forcément abolir L'esclavage, ça va prendre encore beaucoup plus de temps. Et c'est un mouvement pour obtenir l'abolition qui va durer longtemps. En 2001, Christiane Taubira fait voter une loi de crime contre l'humanité, tout ce qui est esclavage et traite. Est-ce que ça correspond à l'ampleur du mouvement ou est-ce que ça concerne, selon vous, les experts, surtout ce qui s'est passé dans les traites transatlantiques? Si on lit le texte de la loi, n'est concernée que la traite par l'Atlantique. Et donc les autres traites sont oubliées. Volontairement ou par ignorance? Ou par manque de connaissances? Je ne peux pas dire Mme Taubira serait ignorante, mais est-ce que vous... L'histoire, c'est complexe. Est-ce qu'il faut aujourd'hui voir l'ensemble ou découper une partie, celle qui, je ne dis pas nous arrange, mais nous concerne? Et puis à charge de l'islam de régler ses problèmes et de l'Afrique. Ou alors il y a une vision globale, comme vous le montrez, de l'histoire des hommes aujourd'hui. Et que par conséquent, on ne peut pas découper en tranches et en périodes pour faire plaisir à tel ou tel ou éviter le déplaisir de tel ou tel. J'aurais à cela deux réponses. La première, c'est que pour les scientifiques, la vision globale est sans doute celle vers laquelle il faut tendre. Et puis une autre réponse qui est non pas celle du scientifique, mais si on parle d'humanisme, il me semble qu'on n'a pas à choisir parmi les victimes celles dont on devrait parler et puis oublier d'autres victimes. Toutes les victimes de la traite sont aussi honorables et donc il faut parler de l'ensemble des traites. 40 millions dont j'ai parlé en ouvrant la bibliothèque. Et tous les auteurs de la traite sont aussi infâmes. Oui, Et tous les auteurs de la traite sont aussi dans la infâmes. mesure où on est citoyen d'un pays qui a été négrier et qui a profité, pour certains de ses habitants, de ce système négrier, je crois qu'il est important de ne pas noyer la responsabilité de la traite atlantique, par exemple, française, dans l'histoire d'ensemble de toutes les traites. Il faut les connaître, mais nous sommes responsables de nos ancêtres. Excusez-moi. Comme dirait Montesquieu, c'est bien de faire entendre la voix de Montesquieu ici, Monsieur Erard, et vous avez tout à fait raison. Mais le fait de parler des autres n'est pas... un moyen d'éviter de condamner celle qui nous concerne. Si je dis cela, c'est que j'ai participé il y a longtemps, il y a presque 20 ans, à un colloque aux Antilles, sur les Antilles à veille de la Révolution. J'avais entendu un éminent philosophe. C'était un sujet tout à fait passionnel à la Guadeloupe et à la Martinique que celui de l'esclavage et de la traite, bien entendu. Le colloque ressemblait parfois à un meeting. Mais j'ai entendu un éminent philosophe français, historien des idées philosophiques, entreprendre de démontrer que les responsabilités françaises et occidentales dans l'esclavage des Noirs devaient être relativisées, puisqu'il y avait eu d'autres traites ailleurs. Il avait raison, dans le fait, il avait raison, mais la manière de le dire était assez insupportable. Ce qu'on vient de dire sur l'abolitionnisme, qui est en fait imprégné de valeurs religieuses, puisque c'est en France, c'est la Vigerie qui a été un peu à l'origine qui a continué le mouvement à la fin du 19e, montre bien la raison pour laquelle le monde islamique est très gêné par cette affaire, parce que la division entre le dar el-Kufr et le dar al-Islam, c'est ce que ça veut dire le pays païen où on peut faire la guerre et capturer des esclaves et le pays de l'islam, c'est absolument fondamental. Et donc l'abolitionnisme n'est quasiment pas possible d'être articulé, ce qui explique la grande gêne entre les pays arabes et les pays africains. Et alors, concernant les pays africains et les États-Unis, une des autres raisons pour lesquelles il est extrêmement difficile de parler de la traite africaine interne, c'est que le gros reproche des African Americans vis-à-vis de l'Afrique, c'est de dire nos parents, vous nous avez mis en esclavage. Et donc, motus et bouche cousue sur cette affaire
de traite. On voit bien que l'histoire est complexe, hein. Vous le montrez encore une fois, c'est une évidence, mais il faut en étudier tous les aspects, même ceux qui font mal et qui probablement dérangent. Et vous l'avez dit, l'histoire des traites négrières est un gigantesque chantier. Olivier, c'est ce que vous dites. Un jour, on parlera peut-être aussi du Code noir, parce qu'il n'y a pas de tabou là-dessus non plus. Et puis, il faut que tous les États ouvrent leurs archives de l'islam de l'Afrique et nous. Hein, il s'agit de balayer devant notre porte, mais que chacun en fasse autant. Rien ne vaut la vérité, même si elle est douloureuse. Mais en tout cas, elle est aujourd'hui tellement attendue et demandée. Vous avez lancé des débats démystificateurs. Nous aussi, à travers Bibliothèque Médicis, cette émission restera attentive à ce débat contemporain et délicat qu'elle vient d'ouvrir avec vous. Je vous en remercie et à bientôt.